Merci pour cette présentation. Alors, je suis aventurier et explorateur, comme ça a été introduit. Mais qu'est-ce qu'un aventurier? Qu'est-ce qu'un explorateur? Parce que parfois, il y a un amalgame entre les deux. L'aventurier est une personne qui va prendre des risques, qui fait des choses incertaines. C'est d'ailleurs pour ça que, par extension, on peut parler de l'aventure de la vie, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, de l'aventure d'un projet ou l'aventure entrepreneuriale, puisqu'il y a des risques et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais l'aventure avec un grand A, on considère, en milieu outdoor, c'est un métier, c'est aventurier lorsqu'on en fait au moins plusieurs. L'explorateur, lui, revient avec un enseignement scientifique. Donc il ne va pas spécialement faire des choses très dangereuses ou aller vers la mort, mais il va faire quelque chose qui va apporter quelque chose de significatif pour la science ou aujourd'hui pour inspirer les gens ou inspirer à faire des bonnes actions vis-à-vis de l'écologie. Donc je suis les deux, ça dépend des expéditions. J'en ai fait 18 sur les 16 dernières années. Et comme c'était introduit, 13 sont des premières mondiales, souvent en solo, mais aussi en équipe. Alors, j'ai un petit écran là, donc il y a ici un petit exemple. Donc j'en ai fait à pied, j'en ai fait en kayak ou en pagaie, et j'en ai fait qui était mix, c'est-à-dire il y avait les deux, à pied ou en kayak. Et quand je dis une petite étoile, c'est une expédition qui avait un volet scientifique également. Et il y a des expéditions mixtes. Et lorsque vous voyez un petit 2, c'est que j'étais assez... Oh, je vais retourner. Assez là et ici, c'est que j'y suis allé 2 fois, c'est que j'ai bien aimé l'endroit. C'est une des premières raisons pour laquelle j'y vais, c'est parce que je veux voir de beaux paysages. Alors ça a commencé par plusieurs expéditions en Australie. Ça, c'est la 3e. Donc je vais démarrer en traversant la Tasmanie, en tout cas la partie sauvage de la Tasmanie, qui est un grand parc national, qui a la taille de la Wallonie. Vous imaginez la Wallonie, il y a 500 ans, 1000 ans, il n'y a vraiment pas beaucoup d'humains, c'est un grand parc national où personne n'y vit, il y a quelques postes de rangers, quelques cabanes, et c'est tout. Et je me suis fait connaître là-bas parce que le Belge qui avait devant eux avait l'idée de voir beaucoup de paysages et donc de rester longtemps dans les endroits. Et pour y aller et faire des longues traversées, il fallait transporter du poids. Donc là, vous voyez que j'ai un sac à dos sur lequel j'ai mis un sac étanche avec plein de nourriture. Donc je suis parti à ce moment-là, cette traversée de la Tasmanie, j'avais prévu 40 jours. Et ben, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Les 40 jours, j'avais dit à mon équipe, appelez les secours après 45 jours. Ils ont appelé les secours après 49 jours, parce que je ne donnais aucun signe de vie, donc je n'avais aucun moyen de communiquer vers l'extérieur, à part une balise de détresse, mais comme j'étais encore capable de me mouvoir, je n'avais pas nécessité d'appeler les secours. Par contre, j'ai terminé comme ça. Et ça, c'est une grande claque. Je suis tombé à 64 kilos, très amaigri, enfin, je pense que ça se voit. Et ce qu'il a fallu faire, c'est un travail sur moi-même, parce que j'avais plus trop envie de faire des expéditions après ça. J'étais dans le froid, j'avais eu faim, et il m'a fallu quelques mois de reconstruction de travail. J'ai mon travail à côté, et en tout cas, si je compare par rapport à aujourd'hui, j'ai toujours 1 ou 2 expéditions en préparation en fonction de certaines choses. Et là, j'avais plus envie de préparer. Et après 6 mois, l'envie est revenue. Et donc, il y a une espèce d'effet de résilience qui est arrivé en disant, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose et de redémarrer. Et aujourd'hui, en fait, on parle de résilience. Alors, je ne vais pas définir ce qui existe dans les dictionnaires, mais ça vient de la mécanique, en tout cas de la physique, donc d'un choc sur quelque chose qui a été étendu à certains concepts, la résilience du corps humain, la résistance d'un projet, d'une entreprise, d'un processus. Et je vais aujourd'hui vous illustrer certaines de mes expéditions où j'ai appris certaines choses qui vont, j'espère, vous aider à réfléchir à comment être résilient dans votre travail, ce que vous devez faire vis-à-vis du thème de l'eau. Alors, avoir une attitude positive, penser positive et avoir envie d'y aller. L'envie, c'est une espèce d'émotion qui est motrice. Si vous n'avez pas envie, vous n'allez pas vouloir y aller. Donc, la première chose que j'ai eu à faire dans ce travail sur moi-même après la Tasmanie, c'est avoir envie d'y aller. Je ne vais pas dire que j'ai été assez imbécile, mais j'ai changé complètement de répertoire. J'étais passé de forêt humide à l'envie d'aller découvrir un désert. Et ce désert, c'est le désert de Simpson. Le désert de Simpson, c'est le désert le plus aride d'Australie. Il n'est pas très grand, il
fait 6 fois la Belgique. Voilà. La Belgique, c'est pas très grand, mais 6 fois la Belgique, ça commence déjà à faire une certaine taille. Population dans ce désert, 0. Combien de personnes l'ont traversé en autonomie et sans aucune assistance? Avant ma tentative, 2 personnes avaient fait une traversée est-ouest. Donc le désert a une forme plutôt ovoïde, donc ils ont fait la distance entre guillemets la plus courte en allant est-ouest. Et moi je me suis dit, je vais tenter de faire un nord-sud, la distance la plus longue possible. Et c'est ce que j'ai prévu. C'est le trajet noir que j'avais prévu. Alors pour différentes raisons, on va dire surtout de manque de temps et d'eau, j'ai fini par faire le trajet coupé court ici en faisant le trajet plutôt gris. Et il y a le trajet jaune qui est également sur cet écran. Alors le trajet jaune, c'est le trajet qu'a effectué le plus grand aventurier australien qui s'appelle John Muir. John Muir, il est parti avec une charrette, des vivres et une connaissance, surtout des aborigènes, une connaissance pour trouver de l'eau, une connaissance pour trouver sa nourriture. Et en 4 mois, il a traversé toute l'Australie. Il n'est pas passé par le Simpson qui est ici, c'est à peu près cette zone rouge ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau dans le Simpson. C'est un désert hyper aride, il pleut vraiment très rarement. Et je tombe sur un article, alors c'était écrit en anglais, mais je vais le dire en français, donc un article de lui sur lequel je tombe 3 semaines avant de partir moi-même dans le désert de Simpson. Il dit en gros que les expéditions, les treks en milieu polaire sont équivalents au désert, mais le désert c'est un peu plus compliqué ou plus difficile, et de faire un expé polaire, c'est un bon entraînement pour passer au désert. Et l'Everest, c'est un jeu d'enfant. J'ai pris peur. Parce que quand on a le meilleur des meilleurs de l'Australie qui fait ça, qui vous écrit ce ça, moi je dis j'ai pas fait l'Everest, j'ai pas fait ça, et à un moment donné, il faut y aller. J'avais toujours cette envie qui était mon moteur, comme je dis, cette émotion que je voulais, et dans cette émotion, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'on veut, c'est penser aux bénéfices futurs. Et c'est ça que je dis. Aujourd'hui, c'est difficile, mais les bénéfices futurs potentiels, évidemment, sont voilà, apprendre quelque chose sur moi, voir des nouveaux paysages, etc. Et il faut après, le deuxième an, c'est le courage, c'est oser d'y aller, même si on ne voit pas tout devant soi, un peu, c'est cette image qui représente ça. On avance, on ne connaît pas tout, mais on y va quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour traverser un désert? Il faut énormément de matériel. J'avais des caméras, un téléphone satellite, GPS, des cartes. Il faut de la nourriture, donc j'ai énormément de muesli, de flocons d'avoine, des plats lyophilisés, des spaghettis, un réchaud, et différentes choses pour tenir, en tout cas, j'avais estimé 35 jours, et ça a été relativement correct. Et évidemment, il faut de l'eau. Alors, pour transporter tout ça, il a fallu construire une charrette en aluminium avec des grandes roues. Il a fallu envoyer en Australie. Je les ai envoyés chez les 2 personnes qui sont à votre gauche, qui sont un peu ces bricots du coin à Alice Springs. Et le monsieur à droite, c'est Yann. Alors Yann, c'est le gars qui m'a transporté moi et ma charrette pour m'amener au départ du désert, au nord du désert. Alors comment je l'ai trouvé? Il a fallu oser tenter le hasard, tenter la chance. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais la chance d'avoir un collègue, j'étais chez Altran à ce moment-là, je ne sais pas si on a qui connaissent Altran, qui a changé de nom depuis. Ce collègue est parti 3 semaines avant moi en vacances en Australie avec sa famille. Et bien j'avais préparé des petites annonces en papier, des A5, une trentaine. Il a mis ça dans des pare-brises de pick-up et de 4x4. Et il y en a un qui m'a appelé, et c'était le bon, c'était Yann. Et donc j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui me demandait de payer évidemment ses frais, mais moi j'avais trouvé quelqu'un. On arrive, après une grosse journée de route, au bord du village aborigène. Alors je ne sais pas si vous savez bien lire là, donc c'est assez grand. Donc il y a 2 choses que je ne pouvais pas faire dans ce désert. Ça tombe bien, j'étais vraiment pas venu pour faire ça. Donc ça c'est au départ, donc Yann m'a laissé. Moi j'avais le permis d'entrer dans les territoires aborigènes, pas lui, et pas avec un véhicule. Donc il m'a déposé à la grille, on a monté la charrette, on a mis du jerrycan, et puis je suis parti. Alors là je suis blanc, je viens de Belgique, et je suis blanc aussi sur mes vêtements, et j'ai une route d'à peu près 40 km sur cette piste pour arriver au territoire aborigène. Je tombe sur un 4x4 avec ces 3 aborigènes, et je leur dis, si vous voulez voir le permis, non, c'est bon, on fait confiance, have a good trip. Là, je me dis,
C'est un peu comme si je disais bonne petite balade. Je dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte que je suis venu pour tenter de traverser le désert que eux ont quitté en 1902, donc avec quelques aborigènes au pourtour du désert, pas dans le centre. Et lorsque eux faisaient des traversées, mais ils avaient des puits. Ils ont rebouché tous les puits en quittant le désert en 1902. En tout cas, au fur et à mesure. Alors voilà ce que ça donne lorsque on traverse ce désert. Donc quelques images que j'ai prises lors de cette expédition. Ça vous donne une idée du terrain et donc de la solidité que j'ai dû faire pour cette charrette. Lorsqu'une dune était trop haute à monter, il faut savoir que j'ai commencé avec 215 kg à tirer dans le sable et la steppe. Lorsqu'on a à un moment donné une certaine pente, on ne sait plus monter cela. Et donc il a fallu tout retirer, monter en haut de la dune, faire des allers-retours. Deuxième élément important, c'est la curiosité. C'est la curiosité qui m'a permis de penser à des solutions et d'aller chercher ailleurs de ce qui était connu par les Australiens. Parce qu'il faut savoir que les Australiens, quand ils ont dit, quand je leur ai annoncé que je voulais faire un nord-sud, ils m'ont pris pour un fou. Quand j'ai dit que j'étais belge, ils m'ont dit, mais il ne comprend pas ce que c'est un désert. Je dis, mais moi je suis ingénieur, c'est quoi les problèmes que vous avez eus? Et moi je vais essayer de trouver des solutions. Il me dit, ben, le plus grand problème, c'est que quand on a ça, ces espèces de petites graines qui piquent, les plus grandes piques font 4 cm. On peut la piquer entière, hein, donc si on pointe la graine, c'est peut-être 5-6 cm. Mais on dit, nous, on a pris des charrettes avec des chambres à air, et donc on crève, et donc on doit commencer à réparer. Alors réparer dans le désert, il faut prendre de l'eau pour trouver la fuite, c'est pas évident, et donc on perd du temps. Et au lieu de me dire comment je vais faire moi pour renforcer mes chambres à air, parce que eux, ce qu'ils disaient, mais une couche de cuir entre la chambre à air et le pneu, comme ça, la pique ne va pas transpercer. Je dis, en fait, l'objectif, c'est pas d'avoir le moins de fuite possible. L'objectif, pour moi, c'est finalement de ne pas réparer. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas réparer? Eh bien, je vais prendre des pneus pleins. Et donc, c'est là où j'ai été chercher. Donc, j'ai mis 2 mois à trouver des pneus pleins, parce qu'il en existe peu pour être, il y a différents modèles, et j'ai trouvé ça. Et ça a bien fonctionné, à part que, évidemment, on a des petites graines un peu tout autour, de temps en temps, je devais les balayer. Et donc, j'ai environ 200 crevaisons, qu'il n'y a pas, puisque c'est des pneus pleins, sur chacune des bandes jaunes. Donc, il y avait 4 gommes, 4 pneus. Mais j'ai jamais crevé. Alors, à un moment donné, j'ai remarqué que j'étais tellement lent que j'ai changé de stratégie. Je me suis dit, si tirer à ce moment-là, grosso modo, encore 200 kg à monter ces dunes, ça me prend beaucoup trop de temps, parce qu'il faut savoir que le désert de Simpson, c'est 1100 dunes parallèles. Et il faut les passer en montant et en descendant, et quand on peut, on essaie d'aller dans un couloir, dans les vallées, entre deux crêtes de dunes. Je me suis dit, ben, je vais faire la moitié du poids. Donc, je prends la moitié du poids au début du matin, donc vers 4-5 heures du matin quand je commence. Je m'arrête à 22 heures, je dépose le poids, je reviens à peine. Tout ce que j'ai fait en une journée, je le fais tout droit pendant la nuit, et le lendemain matin, je reprends la moitié. Et j'ai fait ça pendant 4-5 jours, ce qui m'a permis en fait de faire plus de distance. Chose complètement novatrice. Mais pourquoi j'y ai pensé? Parce qu'il y avait déjà des aventuriers qui, lorsqu'ils avaient trop de poids, en tout cas dans la montagne, font des allers-retours avec le sac à dos. Avec la charrette, personne ne l'avait fait. Mais j'étais tellement lourd parce que j'avais prévu une distance beaucoup trop grande, en tout cas, pensée au départ. Qu'est-ce qu'on a dans ce désert? Il y a aussi des animaux, donc il y a des dromadaires, il y a eu des belles rencontres, pas toujours agréables lorsqu'ils, à un moment donné, m'ont intimidé, ils m'ont pourchassé, mais ça a été. Je dormais sous tente, idéalement d'une crête protégée par quelques buissons. D'ici les dromadaires se baladent la nuit, ou des dingos qui sont des chiens loups. On va essayer de dormir dans un creux où il y a plein de buissons. Ah, on voit. Non, je sais pas ce que j'ai le compteur. En fait, là, c'est pour répondre à une question qu'on me pose souvent, mais qui prend les photos, qui filme? J'ai tout simplement un trépied. Donc pour les photos, j'ai 10 secondes, c'est un peu plus compliqué. Filmer, c'est beaucoup plus simple. On laisse courir la vidéo. Ça, c'est moi en haut de mon trône, où j'étais tout blanc au départ, j'étais plutôt sale. Donc c'est l'avant-dernier jour, très content, petit sommet que j'ai eu à faire dans ce désert qui est quand même relativement plat. Et succès.
Alors le succès, ça donne énormément de motivation pour continuer. Et ça, c'est très chouette quand on a réussi. On dit, bah, encore un. Et quelques années plus tard, en 2016, je suis retourné dans le Simpson. J'ai fait le trajet. Je voulais faire le trajet rouge et noir. Je n'ai fait que le trajet rouge par manque de temps. Mais j'ai atteint un point que je n'avais pas atteint auparavant. Mais je me suis dit, cette fois, je vais faire le Est-Ouest, donc comme les autres ont fait, mais sans charrette. Donc pour ça, il faut prendre, je n'avais pas des jerrycans, mais plutôt des grandes sacoches avec de l'eau. J'ai pesé mon sac, j'avais 18,4 comme vous voyez là, plus 40 litres d'eau. J'avais pas encore là les figues et le chocolat. Donc je suis parti avec 60 kg sur le dos, ce qui fait quand même assez mal. Mais on sait qu'en buvant de l'eau, au fur et à mesure, le poids va diminuer. Et puis, ça c'est le jour du départ. Là, j'ai encore le sourire, mais le sourire ne va pas rester très longtemps, parce que j'avais très mal aux épaules. Et puis, il y a cette espèce de deux grosses testicules de 6 litres chacune qu'il faut soulever avec le genou au fur et à mesure. Donc, à ce moment-là, à un moment donné, même si j'en buvais pendant la journée, à un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas la bonne méthode. Donc, j'ai accroché les sacoches sur le côté du sac à dos, ce qui me libérait les jambes. Par contre, pour soulever un sac qui pèse encore 55-56 kg, il faut le déposer dans le sable, s'asseoir, s'arnacher et puis se pencher en avant, tomber dans le sable comme une tortue, mettre les deux bras, un genou, et puis on se lève difficilement, mais on y arrive. Alors si on chute, généralement il faut se décrocher. Ça m'arrivait, on me mise dans le sable. Encore un paysage, donc je suis en haut d'une crête et vous voyez une vallée. Donc, ils ne sont pas toujours, comme on dit, un désert, souvent rien, il y a quand même pas mal de végétation, j'ai vu des oiseaux. J'ai pas vu de serpent, bizarrement. À un moment donné, j'ai eu très chaud, donc il a fallu s'arrêter, s'économiser. Donc quand on sent que c'est difficile, c'est toujours nécessaire quand même de se reposer. Alors ça, c'est un moment donné qui m'est arrivé. Donc quand j'ai fait la première traversée du désert de Simpson, on a un filet devant soi, une moustiquaire, pour éviter les mouches. Parce que les mouches sont là de 7h du matin à 7h du soir. Et si on n'en a pas, elles se baladent sur le visage, elles rentrent dans le nez, les oreilles, dans les yeux. Là, il y a eu un coup de chaleur et j'ai pris cette décision parce que je n'en pouvais plus. Ça faisait un écran avec le filet que j'avais dans moi. J'avais beaucoup trop chaud. J'ai retiré et ne me demandez pas comment ou pourquoi j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à tenir le coup et j'ai tenu pendant 10 jours comme ça, à la fin de l'expédition, sans le filet. Donc je laissais les mouches se balader librement sur mon visage toute la journée. Mais comme les vaches, entre guillemets, je m'en foutais. J'étais focus sur avancer, c'était mon objectif. Voilà une photo où on marche, on est un peu plus léger, on commence à aller plus vite. L'avantage d'être à pied, c'est qu'il ne faut pas spécialement zigzaguer, trouver le bon chemin comme avec la charrette. Et puis j'ai atteint le centre du désert, que j'avais atteint aussi avec la charrette. Donc je suis le premier homme aussi à atteindre ce point 2 fois, par 2 directions, un axe nord-sud, un axe est-ouest. Et puis, vers la fin, ce qui est arriva, c'est que ça a beau être un désert hyper aride, il peut pleuvoir, donc tempête, orage, il pleut, on a un peu d'eau, bon, j'en avais encore assez, donc j'en ai pas pris. Et puis, on a les pieds mouillés, c'est moins agréable, donc ça sèche assez vite, dans le désert, en une heure, les pieds sont secs. Et, hyper content, j'atteins le point Poupole, qui est le point de confluence entre 3 États. Et c'est un point que je voulais atteindre en 2008 lorsque j'allais à la charrette. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait le trajet gris, donc j'étais content de l'atteindre. C'est un peu comme être un goal au foot. Je vous parle de succès, mais j'ai également fait des expéditions, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc il y a eu un échec. Et comment j'ai géré cela? Alors c'était lors de la traversée des déserts de Sèvres, vous avez la Bolivie qui est là, et les 2 salars, d'ailleurs, tiens, qui connaît le salar de Uyuni et y a été? Il y en a 1, 2, 3, 4, oui, quelques-uns, 6, 5. Donc l'Uyuni, c'est le plus grand désert de sel au monde. Le Coipassa, qui est au nord de son petit frère, en fait, ce sont 2 lacs jumeaux. Parce que lorsqu'il y avait de l'eau il y a 5 et 10 000 ans, ils étaient ensemble, et il y a 10 000 ans, ils rejoignaient même le lac Titicaca. Donc pour moi, ça faisait sens de tenter de traverser les 2 ensemble, parce que quelque part, c'est le même lac. Il y avait simplement dans le fond de lac une petite bosse, une petite montagne, qui a fait qu'ils ne sont pas très bien rejoints ici. Et donc je suis parti, 2 bâtons métalliques, gros sac à dos, 56 kg, des bottes, parce que j'avais peur que s'il se mettait à pleuvoir, le sel fonde, et donc il fallait des bottes.
Et avec les 56 kilos, j'étais beaucoup trop lourd, la réverbération du soleil, je buvais trop d'eau, pas assez d'eau, et ce qui arrivait arriva. J'ai décidé d'abandonner parce que j'avais des grandes douleurs aux pieds, donc j'ai arrêté là où il y a une île où les touristes peuvent aller. J'ai été voir les touristes, j'ai trouvé un 4x4 où il y avait une place, j'ai payé $50 et ils m'ont amené à la ville ici de Bouillon. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer longtemps, donc évidemment, quand on a une espèce de papier de verre qui vous frotte avec l'humidité sur le côté du ventre et également sur les pieds, ben c'est pour ça la douleur était trop intense. 3 ans plus tard, 2016, je repars en Bolivie et j'avais appris de toutes mes erreurs. Première chose, je vais être léger. Deuxième chose, je vais partir plutôt en hiver, un mois en avance, quand il fait plus froid, quand j'aurai peut-être une doudoune, mais je vais même risquer, en plus de ne pas prendre de réchaud, pour être encore plus léger. Donc je suis passé de 56 kg à 40 kg, et là, ben, ça devient une autoroute. Hein. Donc c'est tout droit, on va beaucoup plus vite, donc on met moins de temps, on est plus heureux, motivation au plus haut, et donc j'ai réussi à traverser. Encore toujours l'importance de se reposer. Donc là, l'avantage, c'est que je pouvais me reposer sur le sol comme ça, en me faisant un peu d'ombre. Quand j'avais fait la première tentative, le sol était humide, c'est-à-dire que lorsque je me couchais, il y avait de l'eau qui rentrait dans mes vêtements, et donc de l'eau salée qui durcit, ça crée un très gros problème. Ça, c'est une photo que j'ai prise avec une caméra 360 avec 12 objectifs. Je la lance en l'air, ça prend une photo quand la vitesse égale 0, avant de retomber. Il faut évidemment rattraper la caméra, et ça donne ce genre de belles photos au coucher du soleil. Et troisième élément, toujours apprendre. Et je vais parler de cette expédition sur le lac Titicaca, donc qui est le tour du lac Titicaca avec Gabriel Sanchez Rivera, ici, qui est un péruvien. C'est lui. Et apprendre en équipe. Pourquoi j'ai décidé de partir avec quelqu'un que je ne connaissais pas bien, qui avait des compétences autres que les miennes. Il était péruvien, mon espagnol est correct, mais il parle forcément beaucoup mieux, il est de là-bas. Il a, lui, en tant qu'aventurier, c'était sa deuxième expédition, mais sa première a duré 2 ans d'affilée. Il a descendu le fleuve Amazon à la marche, pas en kayak. En kayak, on peut le faire à la main ou deux, en gérant les narcotrafiquants, les villages où ils n'ont pas vraiment vu beaucoup d'humains. L'homme et le danger humain, ils connaissaient bien. Moi, je me dis, tout autour du lac, Bolivie, Pérou, autant avoir quelqu'un qui connaît bien la langue, qui a l'habitude de gérer l'aspect humain. Et moi, je connais mieux le kayak. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu as envie de faire le tour du lac Titicaca avec moi? Il m'a dit, oui, c'est quoi un kayak? Je me suis posé quelques questions, on me dit, c'est un truc qui flotte, tu l'as déjà vu, il faut ramer, c'est pas vraiment des rames, c'est des pagaies, mais doubles, comme dans le canoë. Et pendant que moi je préparais le matériel, lui, je lui ai expliqué les mouvements, je dis, tu t'entraînes, moi je prépare le matériel, je connais, et je te formerai à ça, et moi, tu m'apprendras l'espagnol en plus, en tout cas, quand tu aborderas les villageois, j'apprendrai quelque chose. C'est la mise en commun de différentes compétences. Donc là, c'est lui qui s'entraîne, et puis on est parti. C'est toujours chouette de commencer quand il fait beau, parce que ça motive. Commencer quand il pleut ou qu'il y a de la grêle, c'est pas génial. Une belle photo prise en hauteur d'un rocher par un autre Belge, en fait, sur lequel on était tombé. Et puis on est arrivé, on est dans le thème de l'eau aujourd'hui. Il y a cette buse-là, et j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que c'était si apparent. Le lac Titicaca, en fait, c'est tout ça. Et la ville de Puno, qui est ici, a décidé de sacrifier cette partie du lac avec un barrage, parce qu'il n'y a pas de station d'épuration. Tous les déchets, vous savez quel déchet arrive là, de sacrifier ça. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est la solution qu'eux ont trouvée pour garder un maximum d'eau pure, on va dire, là-dedans, dans cette partie. Donc il y a différents chouettes moments, évidemment, de pagaie sur le lac. Et on apprend, on a le temps de discuter. Et surtout le temps de parler avec les gens aussi, leur expliquer ce qu'ils faisaient. Il y a aussi un projet scientifique, je vais revenir à la fin. On expliquait ça. On expliquait aussi qu'on expliquait aux gens qui n'avaient pas encore cette conscience des déchets plastiques qu'on a chez nous. Qu'un plastique, surtout aux enfants, on explique le plastique qui tombe dans l'eau, il est mangé par le poisson, toi tu manges du poisson. Est-ce que tu crois que tu manges du plastique? Ah oui. Et ils comprennent tout de suite. C'est facile à expliquer. Une pause de kayak avec de la fibre totora. Voilà, c'est le roseau local de la Titicaca.
Alors évidemment, étant donné qu'on est en kayak, on est beaucoup plus bas que les gens en bateau, et donc parfois il faut trouver un guide. Donc il y a parfois des kilomètres carrés, mais vraiment c'est un vrai labyrinthe où on rentre dedans pour atteindre la côte, par exemple le soir pour aller dormir, et que lorsqu'il faut sortir, on essaie de trouver quelqu'un qui peut nous guider. On essaie d'être gentil quelque part avec tout le monde et de le faire. Ça, c'est un monsieur qui coupe de la totora pour sans doute de la construction ou pour nourrir son bétail. Et puis on est tombé sur quelques villages, les enfants. Là, je peux vous dire que ce jour-là, les enfants étaient en cours, ils nous ont vus, ils ont pu écouter la prof, ils se sont vus, c'est quoi ce truc-là, ils sont partis voir qui étaient ces deux hurluberlus. C'était partie bolivienne, donc le nord, la partie nord est surtout en Bolivie, plus pauvre, et ils ne savent pas ce que c'est un kayak, ils ne savent pas vraiment ce que c'est Internet, ils ont entendu parler. Ils parlent soit espagnol, soit aymara, mais principalement à la maison c'est l'aymara, donc il y a plein de nouvelles choses pour elles, pour ces personnes-là, en tout cas là, ces enfants, et on a plaisir à expliquer ce qu'on faisait. Alors là, c'est un petit quiz. Il y a un intrus parmi ces personnages, je vous demande de trouver qui est l'intrus. Donc, c'est culturellement, on le dit, on va prendre une photo, voilà, mettez-vous en position, prends une photo. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient le concept de ce que c'était vraiment une photo. Donc, ils ont pas souri. Je suis le seul imbécile qui sourit sur la photo. Et puis, quand je me suis en allé, je dis au revoir. Gadiel, qui était resté sur la côte, il me dit au revoir aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il me dit aussi au revoir. Mais bon, il m'a rejoint. Je lui dis, écoute, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois pas me dire au revoir, tu dois te mettre en kayak, on continue. Et le dernier soir, on a eu la chance de dormir sur les îles flottantes des Ouros. Alors, les Ouros vivent depuis des années sur ces îles flottantes. Alors, aujourd'hui, c'est principalement touristique. Il y a de la todora qui flotte, mais dessous, ils ont mis des containers, des gros flotteurs. Alors, ça, c'est à un moment donné, le matin, où Gadiel avait... on avait été voir une école donc, sur une île flottante, et Gadiel était en train de rire, et je n'avais pas remarqué tout de suite. Je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Je dis, c'est comme vous, chez les Blancs, j'ai l'impression que c'est humainement, c'est partout pareil, c'est le plus fort ou les plus forts qui profitent du plus faible, et donc c'est pour ça que c'était le plus petit qui ramait pour amener tout le monde à l'école. Évidemment, on a trouvé ça plutôt cocasse. Alors peut-être que le petit était consentant et qu'il voulait bien jouer à ramener. Alors évidemment, tout le monde n'a pas un bateau, donc il y a ceux qui inventent des nouvelles choses en prenant de la fibre de totora et en faisant une espèce de stand-up paddle, une planche pour avancer comme ça. On est en hiver, l'eau est à 4-5 degrés, on tombe là-dedans. Donc nous on dit qu'on a du courage, mais eux font ça tous les jours pour aller à l'école. Et là il fait beau. Donc je ne sais pas comment font ces enfants lorsqu'il y a du mauvais temps, ils ne vont sans doute pas à l'école, je suppose qu'ils n'ont pas trop risqué non plus, mais bon. On dit toujours on a du courage, on fait plein de choses, mais parfois il faut se remettre un petit peu en disant mais il y a des gens qui ont quand même vachement plus de courage que nous. Alors le projet scientifique qu'on avait, c'était de se rapprocher de la côte. Donc si ça c'est la côte, je me mets là, avec le kayak, je prends un point GPS, je recule, et je prends une belle photo de la côte, du lac. Et ce qui permet, donc là c'est Gadiel qui va, à un moment, moi je prends la photo, il se rapproche des cailloux, c'est un peu dangereux, mais on échangeait, je ne lui faisais pas faire toutes les choses les plus compliquées. Et ça nous a permis de faire une cartographie du lac, donc un peu comme un street view de Google, donc d'avoir un point, on a eu plus de 900 points, avec une photo qui correspond à chaque point, et donc d'avoir un inventaire photographique de la côte du lac. À quoi ça sert? Eh bien ça sert comme on a fait avec les glaciers, donc la photographie de répétition. On répète une photo à différentes décades ou décennies pour voir les changements. Alors là, c'est un montage photo évidemment que j'ai fait, parce que je n'ai pas pu aller en 2040, mais peut-être que ça ressemble à ça. Et en tout cas, l'idée c'est pour vous montrer qu'il y a des changements. Alors les changements sur le lac, on sait que comme les rivières sont créées par les montagnes qui neigent de moins en moins que le changement climatique, il y a moins d'eau qui arrive, il y a de plus en plus de population, il y a à peu près 2 millions de gens qui vivent et se nourrissent autour du lac Titicaca. Si la population augmente et qu'il y a moins d'eau, problème, il se peut qu'on arrive à ceci dans 100 ans. Et donc, avec la pollution également, donc, il y a du travail à faire. Et on était évidemment très fiers et très contents
d'avoir le drapeau de l'Explorers Club, un peu c'est le club des explorateurs qui est basé à New York. Il y a 3500 membres. J'ai la chance d'être membre à vie depuis quelques années. Et donc, on a le droit de porter le drapeau. Il y en a plusieurs lorsque le projet a une signification scientifique assez importante. Il y avait d'autres projets scientifiques, mais je passe. Alors, si je recomptabilise ou je reparle un peu de ce que j'ai abordé aujourd'hui, et il y avait l'attitude positive. C'est la première chose, c'est avoir envie d'y aller, cette émotion positive et mentale qui va me dire je veux l'aller, je veux le faire. Je pense que ça c'est hyper important pour vous aujourd'hui. Donc restez pas dans votre coin si vous connaissez personne, rencontrez des gens. Le courage, parce que c'est bien dire j'ai envie et puis on a la peur qui arrive. La peur, normalement, ça diminue avec l'expérience. Après, par exemple, moi j'aime bien marcher la nuit, ce qui est plutôt pratique, puisque comme on ne voit rien, on a beaucoup moins peur. Il ne faut pas avoir peur du noir, mais en tout cas, moi j'ai pas peur. Après, il m'arrive de me casser la figure, il m'arrive de tomber pas dans un ravin, mais dans une pente et de faire quelques roulés-boulés, mais bon, on a mal, c'est pas pour ça qu'on a peur. Donc, oser entreprendre, ce sont vraiment les choses qu'il faut faire pour avancer et faire des projets et amener des idées. Avec la curiosité, on en revient. Je parlais des échecs. Vous en aurez des échecs, on en a tous eu, j'en ai eu plein. Là, je parle des échecs d'expédition. Ce qu'il faut avec les échecs, c'est apprendre de l'échec. C'est pas nouveau, mais en pensant qu'il y a des choses qui peuvent vraiment aider. En fait, la traversée en Bolivie que j'ai échoué, c'était en 2013. Avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai mis en place, je suis retourné d'abord dans la vallée de la mort que j'ai traversée. Donc, en fait, le fait de partir léger, sans réchaud, avec du meilleur équipement, l'importance de l'équipement, parfois il faut investir un truc plus cher, mais plus solide et plus léger, m'a permis de réussir la première traversée de la vallée de la mort en autonomie à travers tout, de retourner dans le Simpson faire l'Est-Ouest, et j'ai terminé par la Bolivie. Et avec ces 3 expéditions que j'avais réalisées sur 11 mois calendrier, j'ai reçu le prix de l'aventurier européen de l'année, premier belge à l'avoir, pris il y a que 10 ans, mais surtout, je suis le seul, entre guillemets, non-athlète, non-sponsorisé. J'ai un travail à côté. Tous les autres sont professionnels dans le sens où ils ont des gros sponsors qui leur permettent de tout. Moi, je dois garder mon job d'ingénieur. La curiosité, toujours apprendre. Les problèmes que j'ai pu anticiper, les solutions aux problèmes que j'ai entendus, en tout cas en consultant les autres, je les ai eus grâce à, quelque part, je crois, au fait d'être ingénieur et de connaître, de comprendre la technique, mais aussi je vais à des salons. Je vais chaque année à des salons industriels où j'apprends sur les nouveaux matériaux. Si je ne savais pas que le pneu plein, ça existait, je n'y aurais pas pensé, je n'aurais pas cherché ça sur Internet. C'était en 2008, hein, il y avait déjà moins d'informations qu'aujourd'hui. Mais bon, il y a une société qui en fait, il fallait la tomber. Heureusement, elle est en Angleterre, donc c'est pas très loin. Et il y a une chose qui est importante qu'on a découvert scientifiquement depuis quelques années, c'est que si on veut combattre des maladies comme Alzheimer ou Parkinson, il faut multiplier les expériences et en anglais les skills, donc les aptitudes et apprendre des choses. Apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle compétence, faire fonctionner le cerveau, donc finalement, on réfléchit à des choses novatrices, rajeunir le cerveau, c'est comme un muscle qui doit travailler. Et d'un point de vue moteur, donc moi quand je suis dans mes déserts à marcher 14-15 heures par jour, dans la Vallée de la Mort je suis monté à 19 pour la plus longue journée, je fais fonctionner mon corps, marcher, mes bâtons et mon sac bien lourd. Et ce qu'on a remarqué en faisant des IRM du cerveau, pas chez moi mais chez des amis explorateurs à moi, c'est que le corps renforce les synapses, donc les connexions entre les cellules lorsqu'on fait quelque chose souvent. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du sport, en tout cas bouger, va renforcer ses synapses. Donc, il va lutter là contre Parkinson et apprendre quelque chose, donc faire un travail plutôt intellectuel, on va lutter contre Alzheimer. Donc, normalement, vous n'êtes pas encore à ce stade-là, mais j'espère que vous allez préparer, et moi non. La préparation est essentielle dans ce genre d'expédition. Et en fait, il faut profiter de quand on peut préparer quelque chose pour le faire avant. Ça paraît évident, c'est préparer.
mais surtout se mettre dans des conditions en environnement contrôlé. Ça m'est arrivé dans le Simpson, j'avais à peine testé mon téléphone satellite, je n'avais pas testé les panneaux solaires, je devais les mettre ensemble, c'était deux marques, enfin la même marque mais deux modèles différents, et je n'avais pas testé ça, il n'y avait pas beaucoup de soleil en Belgique pour vraiment recharger la batterie, là, et ça a marché. Donc j'ai fait confiance à la marque parce que j'avais pris du matériel de qualité, je savais qu'on pouvait les coupler, je n'avais pas testé, ouf, ça a marché. Sinon, j'aurais dû appeler avec le téléphone satellite que si j'avais eu un problème. Chose que je me disais aussi, c'est qu'il ne faut pas se limiter, enfin je l'ai un peu illustré, il ne faut pas se limiter parfois, et je reprends l'exemple de la charrette, donc, et cet exemple de cette charrette qui était la plus solide possible. Pourquoi? Même si ça coûte un peu plus cher, plus d'aluminium, des pneus pleins, une technologie un peu différente, parce que ça permet de ne pas avoir de la casse, et donc de tenir plus longtemps. En tout cas, dans mon cas, de réussir le défi. Alors, si vous avez des questions, oui, monsieur. Vous êtes le seul, donc. Oui, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Ça va, oui. Oui, ça va. Ah ben, oui, encore parfait. Super. Nicolas Staes de la SPG. J'avais une question par rapport à votre traversée du désert des Simpsons, parce que dans les deux cas, vous avez dû à un moment donné réévaluer le projet en cours, parce que dans la traversée nord-sud, vous avez dû prendre un chemin différent, et puis dans la traversée est-ouest, vous avez dû réévaluer finalement l'objectif. À partir de quel moment est-ce que vous sentez que c'est le bon moment, qu'il faut réévaluer? Est-ce que c'est quelque chose qui est préparé avant le plan B dont vous parliez, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'en cours de projet vous dites ok, je dois réfléchir à une façon de faire les choses? Alors, merci d'avoir posé cette question. Alors, pour le Simpson avec la charrette, j'avais évidemment, ça a mis 1 an, donc à 40 heures semaine, enfin je faisais ça le soir, le week-end, donc 40 heures de travail, 40 heures en plus pour préparer l'expédition. Il y a 1500 heures, c'est celle où j'ai dû préparer le plan. C'est aussi une des premières, il y avait un objet particulier à fabriquer qui était à charrette. Les Australiens ont voulu un maximum de garanties. La dernière chose qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un touriste mort dans leur désert. C'est pas ce que je veux non plus, on est d'accord. Et donc, ils m'ont demandé plein de paperasseries, des assurances. Quand je leur ai envoyé l'assurance, j'en ai une. Ah, on veut tout le texte d'assurance, ça a été en français. On l'a vu en anglais. Google Translate venait d'exister, j'ai mis ça dans Google Translate. Comme c'est tellement long, je crois qu'ils n'ont pas lu, mais ils ont vu qu'il y avait du texte et que c'était une assurance. Donc c'est passé. Et en fait, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais si on doit t'évacuer? J'avais quelqu'un en stand-by, il était un peu loin, il était à Sydney, donc il aurait mis 5-6 jours pour arriver. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui peut arriver en 4x4 dans la partie sud du désert, c'est moi. La partie nord sera trop loin, il n'y a personne qui est entré avec un 4x4 là. Il n'y a aucun hélico en Australie assez proche qui s'y allait dans cette partie nord. C'est pour ça que j'ai commencé au nord, parce que j'avais assez d'eau forcément. Il n'y a personne qui sait y arriver en faisant un aller-retour avec un hélicoptère. Peut-être aujourd'hui, ils ont un hélicoptère un peu plus costaud qui sait plus loin. Et donc, j'avais des points d'évacuation possibles qui étaient vers le point Coupole que j'ai atteint là, où il y a une route qui passe. En fait, il y a deux grandes routes. Il y a une est-ouest qui passe au sud du point Coupole et une qui est plutôt à l'est et qui est, on va dire, verticale dans un axe nord-sud. Donc, je savais que si la charrette, par exemple, cassait, je devais évacuer vers ces points-là. Si mon GPS casse, j'ai les cartes. Malheureusement, je ne sais pas lire les étoiles pour ma position. Après, si je suis sur une route et qu'il n'y en a qu'une, il devrait me trouver en roulant avec le 4x4. J'ai un sifflet, j'ai une lampe, j'ai un miroir, si je les vois de loin, ce genre de choses. Et donc, j'avais prévu un certain timing. Puis j'avais un autre facteur de stress, c'est que j'avais mon avion de retour pour la Belgique, avec le lundi matin, mon boss qui m'attendait. Et donc, j'étais limité en eau, il est aussi limité par le temps. Et à un moment donné, quand je suis arrivé au centre du désert de Simpson, après 3 semaines où j'avais fait la moitié du trajet, et j'avais un équivalent de 5 semaines d'eau, je me suis dit, même si la charrette devient plus légère, bon, maintenant, il ne faut plus déconner, l'objectif, c'est d'arriver au bout, de traverser le Simpson, passer par le petit point Coupole, il n'est pas nécessaire, on bifurque. En tout cas, je n'ai pas bifurqué tout de suite parce que j'ai continué le plus longtemps possible dans la vallée, parce que les vallées c'était un terrain relativement dur, et j'ai pu aller le plus loin possible. Et c'est après, lorsque, en s'approchant du lac, en fait, au sud, il y a un lac, et la fin, pour moi, c'était le lac.
les dunes sont plus basses. Je voulais également traverser le lac, il y avait à peu près 120 km à faire sur du quasi plat, je me dis en 3 jours c'est fait, bon j'ai pas eu le temps, il me restait assez d'eau, mais plus assez de temps pour le faire. Donc je pense que enfin, vous le verrez, je ne peux pas décider à votre place sur certains projets, à un moment donné il faut la marge de réserve, parce qu'on prend 20%, 30%, l'expérience le fera, de temps en temps on va échouer, ben on apprend, enfin, c'est comme dans tout, il y a une itération. Moi là, ma vie en dépend, ou en tout cas le coût et le danger des secours, parce qu'il y a un danger, hein, ça arrive que des gens en 4x4 cassent leur 4x4 dans le Simpson, souvent quand ils vont en 4x4, ils vont 2 4x4, il y en a un qui est enlisé, il peut tirer l'autre, enfin, c'est celui qui n'est pas enlisé qui va tirer l'autre. Donc moi ça a été à ce moment-là, j'avais fait cette espèce d'objectif premier qui était atteint le centre du désert. C'était quand j'avais lu la phrase de John Muir en disant que le désert c'est quelque part plus difficile que l'Everest, je m'étais dit bon, on y va, on va oser, on va viser le centre du désert et après s'il faut on s'échappe vers le point Poupeul et on arrête. Mais comme j'avais encore assez d'océan, je dis en fait je vais skipper, je ne vais pas faire le point Poupeul et je vais continuer vers le sud du désert. Voilà. Autre question, si on a encore du temps, encore une dizaine de minutes, donc autre question. Oui. Quels sont vos prochains défis? Alors, il y en a beaucoup, hein, les idées. La planète est grande, même si on fait le tour assez rapidement. En 2010, j'ai fait traverser l'Islande de la pointe nord à la pointe sud, toujours en autonomie, c'est un peu ce que je fais quand je fais à pied et tout seul. Et il n'y a toujours personne qui a réussi, il y a plusieurs tentatives, de le traverser en hiver. Et quand je dis hiver, pour moi, c'est janvier, février, c'est l'hiver. Il y a ceux qui ont fait des traversées de l'Islande en avril. C'est pas parce qu'il y a de la neige, il y en a encore parfois en juin, donc c'est plus vraiment l'hiver en juin là-bas. Et ils échouent tous pour 2 raisons principales. Le vent, en hiver, on a au moins une tempête, une grosse tempête sur l'hiver, avec des vents entre 150 et 200 km/h. Il y a, en 2017, ils ont battu, le vent a battu un record de vitesse à 248 km/h. Il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. L'attente, on me retrouve aux États-Unis ou au Groenland avec ça. Donc il y a le vent qui peut être très dangereux. Et deuxièmement, l'Islande est sur un point chaud, hein, finalement c'est un gros volcan, il y a le jet stream qui arrive, qui amène de l'eau chaude, et même ça s'appelle Islande et qui fait relativement froid, même en hiver, donc même à la mi-janvier, il peut y avoir des températures positives, donc 1 ou 2 degrés, c'est de la pluie qui tombe, mais pas de la neige, la pluie se mélange à la cendre, à la neige qui est là, donc ça crée une mélasse, et le problème, c'est souvent les Anglais qui ont tenté, qui ont échoué, ils sont là dans la mélasse avec leur ski, ils ont les pieds mouillés, le vent arrive, engelure, abandon. Et moi, ce que je veux, c'est construire une bulka, hein, c'est le norvégien pour le traîneau, mais un truc caréné comme un œuf, je l'appelle la isnidi, qui veut dire en islandais l'escargot des glaces, donc un peu ma maison dans laquelle je peux rentrer dedans et qui peut résister au vent. Donc il faut tester chez Von Karman, côté de Bruxelles, en soufflerie. Donc c'est en fait d'avoir une coque protectrice qui peut me protéger en cas de très très grand vent. Et contre le terrain mou, on va dire, il faut que je puisse mettre des roues sur le côté pour rouler dans la menace et marcher avec une combinaison complètement étanche pour éviter que l'eau ne rentre dans les petits de ça. Ça c'est en Islande. Je voudrais faire le tour du lac Nicaragua, un peu comme exactement comme le Titicaca, un peu plus petit et plus facile, mais bon, je vais le faire. Je voudrais faire le tour du Baïkal, lac Baïkal en Russie en hiver. Russie en ce moment, c'est pas mieux qu'à langue grecque. Je voudrais faire on dit en anglais un summit-to-sea, donc un sommet à la mer de la France, donc partir du sommet du Mont Blanc, le redescendre, faire du vélo jusqu'à la source de la Loire et descendre la Loire. Et un projet relativement facile, mais bon, il n'y a pas du difficile extrême, on peut faire des projets sympas, plutôt culturels. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en projet? J'en ai encore plein. Oui, un grand que je vais faire, ce sera peut-être probablement mon dernier désert, mais plus long, c'est la traversée de la longueur du désert d'Atacama. À vol d'oiseau, c'est 1200 km, mais j'estime qu'avec les zigzags, parce qu'à vol d'oiseau, l'Amérique du Sud c'est courbé, donc je vais passer à la mer, donc comme il y a une courbe,
c'est à peu près 1500, j'estime que c'est 2000 km. Et là, je dois trouver des solutions pour transporter 100 à 120 jours d'eau. Je ne peux pas tirer une charrette qui pèse 500-600 kg et de l'eau pleine de voitures quand il y a des grands camions à passer. Donc, j'ai des solutions, j'ai des patates. Voilà à peu près pour les idées des prochaines années. Il y a une petite traversée de la Belgique, normalement en juin prochain, que je vais faire à vélo. Enfin, il y a des expéditions de temps en temps, je fais des challenges. J'en ai peut-être certains d'entre vous qui m'ont vu il y a un an. Je me suis suspendu à une grue à 10 mètres de haut sur une plateforme de 5 mètres carrés pendant une semaine pour un défi de la For Life. L'idée, c'est de vivre en hauteur, en tout balancement en hiver et de voir si mentalement j'allais tenir à un défi finalement statique que j'avais jamais fait. Il s'avère que c'est beaucoup trop facile finalement, donc j'ai réussi à tuer l'ennui. J'ai envie de refaire le défi à Bruxelles, mais cette fois sans manger. Donc, faire un jeûne d'une semaine en hiver, suspendu en l'air, et voir si j'arrive à lutter contre la faim et que je n'appelle pas un Uber avec un drone pour m'en livrer un paquet de frites ou comme ça. Oui, autre question. Oui, monsieur. Oui, moi je vais poser la question quand on se lance Oui. Quand on se lance dans un projet, généralement on est plus fort quand on est plus nombreux que tout seul. Exact. Je n'ai pas vu finalement dans vos valeurs, à proprement parler, que vous citiez cette importance justement d'être à plusieurs. Je ne parle pas de la préparation, mais je parle de l'aventure en elle-même. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous revenez plus riche en ayant fait l'expérience seul, ou au contraire vous vous dites, bah non, l'expérience que j'ai vécue notamment en kayak sur le lac avec le Péruvien m'a appris beaucoup plus de choses que toutes les expériences que je mets tout seul, avec peut-être d'autres enrichissements, mais j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus. Ouais. Oui, monsieur va complémenter la question peut-être. Oui, parce que j'avais la même question. En fait, effectivement, les aventures collectives avec l'entraide, ce qu'on peut en tirer, mais aussi les écueils, parce que la vie en groupe Il y en a une là, je vais en parler justement. D'accord. Ça va me permettre. C'est des lieux confinés où on peut pas s'isoler. Oui. Alors, je vais d'abord expliquer cette expédition en ça. Donc, c'est l'île de Clipperton. C'est une île qui est à 1000 km des côtes mexicaines. C'était aussi un facteur d'apprentissage. On était une vingtaine, donc il y a ce qu'on appelle le rocher Clipperton, c'est un atoll. Ça, c'était notre équipe. On était une vingtaine de personnes, une semaine de bateau pour arriver sur l'île. Et moi, je ne connaissais rien. Eux, c'était des radioamateurs, pour ceux qui voient ce que c'est un radioamateur. Enfin, c'est des gens qui parlent en radio, en connaissant bien les ondes avec des machines, et ils construisent des grosses antennes. Et il y avait également des scientifiques. Et ça, c'est à quoi ressemble l'île avec notre campement là. Le tour de l'île, c'est, je crois que c'est 13 km. J'ai fait le tour de l'île une fois, j'ai traversé le lagon qui est légèrement acide. Ça va, hein, si le bateau coulait, enfin le kayak coulait, je dors. Et donc, il y a évidemment énormément de pollution. Alors, pour répondre à votre question, il est clair qu'on va apprendre plus de choses et on va savoir faire, en tout cas si c'est des projets scientifiques, faire beaucoup plus de choses lorsqu'on est en équipe. Il y a un hic dans les aventures de défis en autonomie complète. C'est que c'est tellement extrême que si j'ai prévu, pendant la première année en Simpson, j'ai prévu 35 jours d'eau, j'ai mis 35 jours et demi, donc quelque part j'ai plus ou moins bien calculé au niveau de l'eau. J'ai pas été malade, mais il y a beaucoup d'expéditions, ils sont 2 ou 3, et puis on va dire c'est monsieur A qui est malade aujourd'hui, donc on ne progresse pas. 3 jours plus tard, c'est madame B, mettons que ce soit un couple, qui est malade, et donc ils perdent 2 jours, mais pas au même moment. Et s'ils ont prévu 20 jours, ils ont 22 jours dans la bus. Si ça arrive une fois ou deux, 124 jours, l'expédition se termine mal parce qu'ils n'ont pas su progresser. Il y a aussi le conflit. Dans un environnement extrême, surtout dans le désert, on peut vraiment littéralement péter un câble et la chaleur, surtout qu'on n'a pas la même résistance au froid clair, mais alors à la chaleur c'est encore pire. Il y a un moment donné où la personne me dit moi je peux encore continuer, ça va. Et puis il y a se partager l'eau. Hein. Lorsqu'elle est limitée, tu as vu plus d'eau que moi. Donc il faut clairement éviter le conflit qui va enlever toute cette motivation, cette émotion positive. Le positif vient du paysage qui est beau, l'interaction avec les animaux. Et c'est pour ça que ces défis en autonomie complète, je les fais tout seul. Pour éviter le conflit et être plus rentable, malgré que le risque
quelque part mortel et plus grand. C'est-à-dire que si je tombe évanoui, il n'y a personne pour appeler. C'est ce que j'ai eu dans la vallée de la mort. Le deuxième jour, je sens que je suis en train de partir. J'ai eu trop de sel dans mon eau. Le sel permet en fait de garder une certaine humidité dans le corps. Et donc, mais quand on garde l'humidité dans le corps, on ne l'évacue pas. Si on ne l'évacue pas par transpiration, eh bien, on ne perd pas la chaleur. Et donc, je partais en surchauffe. Et j'ai eu, comme on dit, parfois le voile noir. Je sentais que j'allais partir en syncope. Heureusement, il y avait une falaise. J'ai pu me mettre à l'abri de la falaise en tombant, en m'asseyant entre les deux. Et il devait être 2 heures de l'après-midi, quasi au moment le plus chaud, et je n'ai plus bougé avant 7 heures du soir. J'ai attendu le coucher du soleil, et encore 1 heure après, parce que le temps que la chaleur redescende, et le lendemain, j'ai décidé d'abandonner cette expédition. Coup de chance, c'est en abandonnant qu'en montant sur une dune dans la direction que j'abandonnais, où il y avait une station de service, je suis tombé sur une grosse flaque d'eau, et j'ai pris cette eau que j'ai mélangée à mon eau salée, j'ai diminué la salinité, et puis j'ai surtout bu de l'eau pure, et ça m'a requinqué, parce que en fait le sel avait un impact négatif sur moi. Encore une fois, là c'était un peu une erreur que j'avais faite, c'est que je n'avais pas bien testé mon sel, ou en tout cas j'ai un peu. Donc il faut que je mesure mieux la prochaine fois. Et donc voilà, donc les expéditions à plusieurs, c'est plus rentable pour la connaissance et le partage, et le plaisir aussi, de parler à quelqu'un le soir. Donc les expéditions polaires, se dit Alain Hubert et Dixieland Secours, ne se parlaient pas pendant un jour, sauf quand il y en avait un qui avait un problème, mais on se dit 3 mots, à gauche, à droite, ok. Aussi c'est le problème, on va plutôt à gauche, on va plutôt à droite. C'est toutes ces petites pertes de temps qui fait que des expéditions super extrêmes, je les fais en solo. Mais dans la vie réelle, je préfère voir des gens, je pense que je suis assez sociable, ça va plus voir. Voilà. Autre question, une dame peut-être, toujours les hommes. Oui, monsieur. Vous avez dit tantôt que vous n'avez pas de sponsor. Est-ce que c'est par choix ou par conviction? Et est-ce que cette situation vous limite dans vos envies d'aventure? Et in fine, est-ce qu'on devrait se limiter soi-même dans le cadre de l'innovation par cause de nos convictions? Limiter notre curiosité parce qu'on a certaines convictions, qu'en pensez-vous? Alors, limiter sa curiosité, surtout pas. On le dit aux enfants, enfin, on dit la curiosité est un vilain défaut, mais ça dépend dans quel cadre. Dans un cadre professionnel, la curiosité va vous amener à rencontrer des gens, à apprendre de nouvelles choses. Donc, ne limitez pas votre curiosité et apprenez tout le temps. Pour vous, en même temps, la satisfaction, et en plus, comme je dis, pour le cerveau, il aime bien le cerveau. Maintenant, les sponsors, c'est quelque chose que je voudrais. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème géographique, je suis en Belgique, c'est-à-dire que je suis vu à la télé, et encore, souvent c'est plutôt le côté francophone, ça monte à 3-4 millions. Si j'étais français, vu à TF1, France 2, on a 60 millions. Il y a un niveau qui est complètement différent. Je veux dire, après 18 expéditions, dont 13 premières mondiales, quelque part, c'est pas normal qu'aujourd'hui, il n'y a pas des sponsors, 3 sponsors. Enfin, je connais à peu près les tarifs des autres sponsorisés belges, mais qui sont en fait plutôt dans la grimpe. Donc là, c'est vraiment une discipline bien spécifique, qui est la grimpe. Il y a Thomas de Dorledo qui fait du parapente, et qui a Red Bull, parce qu'il y a des images plus belles, parce qu'elles sont prises en milieu du ciel. Donc évidemment que je veux des sponsors argent. J'ai quelques sponsors matériels. Par exemple, la charrette, à l'époque, l'envoi, c'était 200 €, on me les a offerts. Le soudage, c'est Altran qui avait pris la facture du soudage de la charrette. Et j'ai eu des réductions, par exemple sur les plats lyophilisés, j'ai eu 50%. Donc j'ai du matériel, mais je n'ai pas encore eu d'argent. Donc il y a encore le billet d'avion, je me paye pas de salaire. Si on me dit aujourd'hui que tu reçois entre 50 et 100 000 € par an et tu peux faire des choses, 100 000 parce que ça coûte un peu de faire des expéditions, au lieu d'en faire une tous les ans ou tous les 2 ans, ou des trucs en marchant, je vais pouvoir aller plutôt vers le froid. Par exemple, le lac Baïkal, ou faire cette pulka d'hiver pour l'Islande. À l'époque, quand j'ai demandé à Aerian, ceux qui connaissent du côté de Jean Blou, il m'a dit faire un moule, mais ça c'est 15-20 000 € au jour d'aujourd'hui, et il faut 2 moules. Donc aujourd'hui, c'est un projet, rien que pour la pulka, les tests et tout, j'estime qu'il faut 50 000 €. Il faut aller chercher 50 000 €. Donc à un moment donné, j'espère que ma autorité va monter, qui fait que il y a quelqu'un qui va dire ce gars-là peut faire des choses.
Et moi, si je peux faire 3 projets par an, je les fais. Et en plus, je filme, là, je filme souvent moi-même. Depuis 2 ans, je commence à voir, parce que j'ai fait 2 défis en Belgique, un caméraman qui vient filmer localement, parce que sinon, s'il faut aller dans le Simpson, il faut lui payer le billet d'avion. C'est le budget. Pour ceux qui ont vu les 2 aventuriers belges tout jeunes, qui sont partis faire la première grosse expédition au Groenland, c'est un projet à 300 000 €, dont 150 000 € pour le film, qui va passer sur la RTBF. Ils ont mis 4 ans à faire du crowdfunding, ils ont été chercher Solvay et des grands groupes comme ça. Moi, après 4 ans, j'ai envie d'y aller. Ils ont eu la pandémie entre deux aussi, mais c'est pas bien. Donc, sponsor, oui. Et comme dans tout, une start-up, etc., généralement, lever des fonds, chercher de l'argent, c'est utile. Ça diminue aussi les risques d'avoir de l'argent de ses propres finances. Et puis ça permet, le sponsoring, c'est pas du mécénat. Alors on donne visibilité à quelqu'un. Autre question pendant que je vois. Oui, allez-y, la question. Bonjour, voilà une question simplement, c'est vous parlez donc des défis que vous faites en marchant, de kayak. Est-ce que vous avez d'autres projets que l'aspect marche ou kayak qui sont les principaux que vous avez posés? Donc en kayak, j'en ai fait 3. Et puis en packraft mix, le packraft, ceux qui voient passer le petit bateau gonflable qui est assez solide, donc comme les gonflables, il peut crever, ça m'est arrivé. Donc ça, c'était en 2011, le Tour de la Belgique. Je suis parti de Bruxelles et 600 km pour faire un tour sur les canaux. Alors le défi kayak n'était pas compliqué. C'est la première fois que je faisais du kayak, ma première expérience en kayak. Donc j'ai dû apprendre un peu la base du kayak. Pourquoi je l'ai fait? Je voulais découvrir les canaux belges que je ne connaissais pas. Je crois qu'il y a 1300. Peut-être qu'un jour je vais terminer, je vais faire tous les autres canaux qui me manquent. Je crois qu'il y a 1300 kilomètres au total. Moi, il y a des bouts que j'ai fait avec les clubs de kayak, par exemple Strépitieux, Canal du Centre, là, tout ça. Non, c'est là, je sais où est Strépitieux, c'est là, je crois. Non, c'est ici, les ascenseurs. Donc ça, c'est très chouette, on peut le faire une fois par an. Et donc 2 choses. Je voulais voir la beauté de la Belgique vue des points de vue de l'eau, et puis voir aussi, ça c'est moins sur le kayak, et puis voir ça aussi, pour le montrer aux gens. Parce que la photo ou le film me permet de montrer ça, c'est à Gand. On montre ça aux gens, ils comprennent que jeter, c'est pas top. Et on leur dit, il y a ceux qui ont peut-être déjà vu les actions où on met près des bouches d'égout, ici commence la mer, et ceux qui ont vu ces actions-là. Et, voilà. Et d'ailleurs, c'est avec ce défi-là que j'ai été choisi, qu'on m'a appelé pour être ambassadeur de Jane Goodall, qui est une primatologue et qui est ambassadrice pour la paix des Nations Unies, qui était la semaine dernière à Bruxelles, et que j'ai eu le droit de porter la torche olympique pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Donc ça, c'était en 2011. Comme quoi, c'est ce que je dis souvent dans la pensée positive et le plaisir. Il y a les effets et les bénéfices à long terme. Alors là, c'est clairement un bénéfice à long terme que je n'avais pas prévu. Parce qu'un jour, on m'avait dit, même 6 mois avant, un jour, tu vas porter la torche olympique. C'est à Londres. Je dis, non, c'est les Anglais qui vont couvrir. Non, les Anglais, pour une fois, ils ont été ouverts au reste du monde. Ils ont dit, on va prendre 20 Belges, 20 Français. Enfin, il y avait, je ne sais pas combien de pays, mais ils ont pris plusieurs centaines de personnes qui étaient non britanniques.